Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec à la une de cette première partie un forcené qui s'est retranché à la mi-journée durant plusieurs heures dans sa jardinerie. Il menaçait de faire exploser son entreprise parce qu'il traverse une mauvaise passe sur le plan professionnel. Il a été maîtrisé sans problème. Nous vous raconterons les faits dans quelques instants. La vaccination va s'ouvrir aux 12-17 ans à partir de la mi-juin. Vous verrez qu'à la sortie de ce collège toulonnais, eh bien, les adolescents ne sont pas sûrs de se laisser tenter par l'injection. Et puis nous retournerons dans les vallées sinistrées, plus précisément dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes. 8 mois après le passage de la tempête Alex, certaines routes sont encore coupées alors que la saison d'été démarre, une saison capitale pour les vallées de la Côte d'Azur. Voilà pour le menu de cette première partie de Grand Direct. Nous prenons tout de suite la direction de Sénat, dans les Bouches-du-Rhône, où un homme s'est retranché durant plusieurs heures dans une jardinerie. Il menaçait de faire sauter l'établissement. Il traverse toujours donc une mauvaise passe. Il a finalement été maîtrisé sans problème. Les faits vous sont racontés par Valentin Rodriguez. L'homme est resté dans cette jardinerie pendant 3 heures. 3 heures durant lesquelles l'individu menaçait de faire exploser le bâtiment avec des bidons et du matériel inflammable qu'il avait dispersé à l'intérieur. Après de longues négociations, le forcené a été interpellé par les forces de l'ordre. Nous avons réussi à l'interpeller sans incident, sans blessé, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. L'ensemble du dispositif a fonctionné. Nous avons été obligés de couper l'autoroute A7 dans les deux sens, de faire évacuer une 50aine de personnes qui étaient présentes dans la zone de risque autour de cette habitation. Et désormais, l'autoroute est rouverte. L'ensemble des personnes qui sont dans le périmètre de sécurité vont pouvoir réintégrer leur domicile. Et désormais, c'est à l'enquête judiciaire de déterminer les suites à apporter à cet événement. Un périmètre de sécurité a été mis en place ce matin à 10h, après que la mairie de Sénat s'est été alertée qu'un individu menaçait de mettre fin à ses jours de manière violente. L'homme, d'une 50aine d'années, traversait une situation personnelle difficile. C'est un auto-entrepreneur qui a perdu une bonne partie de sa clientèle, qui aussi a perdu du coup son épouse par un divorce, puis tout ce qui s'ensuit. Donc on va dire une descente un peu aux enfers pour lui. Donc quelqu'un qui était au bout de sa vie, hein, des fois on le dit, mais là c'est une vraie réalité. Donc quelqu'un qui avait besoin de faire quelque chose pour se faire entendre. Le maire de la commune a également demandé une coupure de l'électricité dans le quartier. Elle sera bientôt rétablie pour les 800 personnes affectées par cette interruption. Le procureur de la République de Tarascon est désormais chargé de l'enquête. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a annoncé hier, la vaccination sera ouverte aux adolescents de 12 à 17 ans à partir du 15 juin prochain. Et vous allez le voir, comme chez les adultes, eh bien c'est un sujet qui fait débat. Illustration à la sortie d'un collège de Toulon. Reportage de Marion Colangelo. Chez les ados, la vaccination fait aussi débat. Certains se méfient et pensent qu'il n'y a pas assez de recul, comme ici devant le collège François Deleusse à La Londe. Je pense pas, non, j'ai pas trop envie de le faire parce que, je sais pas, ils l'ont pas fait en beaucoup de temps le vaccin, alors non, pour l'instant, moi, je suis pas trop pour. Moi, j'ai pas vraiment envie de me faire vacciner parce qu'on connaît pas vraiment les risques encore. Il faudrait attendre un peu plus de temps pour voir les effets secondaires ou pas. D'autres sont dans l'expectative. Pas fermé à l'idée, mais avec une réelle appréhension tout de même. Un peu beaucoup même, parce que du coup on sait pas encore les risques et tout, mais voilà, c'est à voir. Enfin, il y a les convaincus qui vont se faire vacciner comme leurs parents. Moi je pense que je vais me faire vacciner, parce que mes parents ils se sont fait vacciner. Je vais me faire vacciner le plus tôt possible, le 15 je me fais vacciner, c'est tout. Pour rappel, la vaccination est désormais ouverte à toute personne de plus de 18 ans. Les 12-17 ans devront donc encore attendre le 15 juin.
Le bac, c'est pour très bientôt. Les épreuves de philosophie vont se dérouler le 17 juin prochain. Et cette question qui se pose, est-ce que certains élèves de terminale vont être tentés par la copie blanche en philosophie? En effet, cette matière fait l'objet d'un débat, puisque notation, les correcteurs vont choisir entre la meilleure note, entre le contrôle continu et la notation de l'examen. Vous l'aurez compris, donc si la note est satisfaisante tout au long de l'année et que la moyenne permet à l'élève d'aborder sereinement son examen, peut-être sera-t-il tenté de laisser de côté l'examen. C'est en tout cas un phénomène qui inquiète les syndicats. Reportage à Nice de Marie Justo. Rendre copie blanche, ces élèves de terminale au lycée Masséna ne l'envisagent pas, mais beaucoup n'ont pas l'intention de se donner à fond le jour de l'examen. Ma moyenne, elle est déjà correcte du contrôle continu, donc je vais réviser, mais pas comme si le contrôle continu n'existait pas. Je pense qu'on est tous dans le cas, un peu on y va tranquille, et puis au pire, on aura le contrôle continu, quoi. J'y vais un peu plus sereine, parce que c'est vrai que depuis les annonces, comme quoi que si on a une mauvaise note, c'est notre moyenne qui va être prise. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Mais je vais quand même essayer de travailler un peu plus, mais c'est vrai que ça nous enlève un poids quand même. Car cette année encore, le bac est impacté par la crise sanitaire. Seules 2 épreuves sont maintenues en présentiel, le grand oral et la philosophie. Avec une particularité, pour la philo, la meilleure note sera retenue entre celle de l'examen et celle du contrôle continu. Alors ceux qui n'ont pas eu la moyenne cette année devront réussir l'épreuve la semaine prochaine. J'ai 9,80 en philo. Donc si je me donne pas à fond pour l'épreuve, je vais pas l'avoir, quoi. Pour le principal syndicat de l'enseignement secondaire, le contrôle continu creuse les inégalités entre les élèves. Ça dépend d'une ville, ça dépend d'un établissement, ça dépend des classes, ça dépend des enseignants. C'est vraiment, ça n'est pas égalitaire selon le sujet, selon la façon d'enseigner, selon le nombre de cours qu'il y a eu. Il y a eu certains établissements qui ont vu des classes fermées cette année. Donc, il y a eu des lycéens qui n'ont pas eu tous leurs cours, à côté de certains établissements où les cours en présentiel ont pu se maintenir. Des élèves pourraient être tentés de ne pas se présenter à l'examen le 17 juin. Le ministère de l'Éducation les a mis en garde. Ils seraient sanctionnés d'un 0 sans pouvoir bénéficier de leur note de contrôle continu. Cette année, 12 237 lycéens seront candidats au baccalauréat dans l'Académie de Nice. Et dans l'actualité de ce jeudi soir, il y a aussi cette grande panne pour les numéros d'urgence. Vous l'avez peut-être constaté si vous avez tenté de joindre le 15, le 17 ou le 18. Une panne qui a eu de vrais impacts ailleurs en France, mais vous allez le voir dans notre région, eh bien, la situation a plutôt été bien maîtrisée par les autorités. Le point avec Sébastien Serrano. Vous ne raccrochez pas, on arrive. Je vais vous passer Samir, on arrive. Allez, je vous envoie les secours, je passe un médecin de suite, ne quittez pas. La situation est revenue à la normale au centre opérationnel d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Mais face à la panne inédite d'hier soir, ici à Cannes-sur-Mer, où chaque minute est comptée, on s'est très vite adapté pour éviter le pire. Très rapidement, nous nous sommes organisés, contact pris avec tous les partenaires extérieurs pour mettre en place des lignes de secours, notamment via des téléphones portables. Nous avons bien entendu renforcé les centres de secours avec du personnel à l'accueil. Si jamais des personnes venaient se présenter dans les casernes pour faire une demande de secours, pour pouvoir les accueillir et répondre à leurs demandes. Également, communication a été faite via les réseaux sociaux pour informer la population de ces problèmes. Quand ils voyaient que le rappel n'aboutissait pas, ils réitéraient l'appel. Et la deuxième, la troisième fois, ça arrivait. C'est pour ça que je vous dis, a priori, nous n'avons pas eu de problème majeur, de perte d'appel pour des interventions très graves. Ces perturbations pourraient tout de même avoir causé la mort d'au moins 3 personnes en France. Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'heure est maintenant au questionnement et aux enseignements à tirer de cette triste expérience. Évidemment, il va falloir qu'on fasse ce travail de rétexte, de retour d'expérience pour comprendre comment il ne peut y avoir qu'un système de branchement pour des numéros d'urgence, etc. Donc ça va être aussi la partie du travail qu'on fera en commun. Dans les Alpes-Maritimes, presque 24 heures après cette immense panne, la situation semble être rentrée dans l'ordre. La vigilance reste tout de même de mise. À l'heure où on se parle, concernant le département des Alpes-Maritimes et le centre opérationnel départemental où nous sommes actuellement, la situation est revenue normale, mais nous gardons le dispositif mis en place jusqu'à la fin de la journée.
La liste des numéros provisoires d'urgence selon votre département de résidence reste accessible depuis le site internet du ministère de l'Intérieur www.intérieur.gouv.fr. Petite précision annexe, pour l'instant aucun chiffre n'a été communiqué dans notre région sur les éventuels impacts qu'aurait pu avoir en termes d'intervention, par exemple, cette panne qui a touché donc nos 3 départements du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Éric Brocardi, merci d'être avec nous. Il y a encore quelques jours, vous étiez sur ce plateau. Là, on vous retrouve depuis Paris, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On va revenir évidemment sur le contexte de cette panne, parce qu'il y a un débat aussi sur l'attribution d'un numéro unique entre les différents services. D'abord, quel constat vous faites, vous, ce soir, à presque 24 heures après le début de cette panne ? Ce qu'on constate, c'est, comme l'a évoqué mon collègue à l'instant des Alpes-Maritimes, c'est qu'on a la capacité au niveau des sapeurs-pompiers, comme les autres forces d'urgence, d'avoir une réponse dans une situation dégradée, c'est-à-dire automatiquement essayer d'apporter le meilleur confort possible pour quand même essayer de perdurer avec un service de secours, quel qu'il soit, que ce soit pour nos collègues de la police, du SAMU ou des sapeurs-pompiers, qui puissent toujours répondre au présent. Et tout ça sous l'articulation de la préfecture, qui évidemment a su coordonner en étant l'organe opérationnel lié avec l'État et le centre interministériel des crises, pour permettre de mettre en application des numéros à 10 chiffres en fonction de si on a besoin du SAMU, des sapeurs-pompiers ou de la police. Donc l'intérêt, il était effectivement de pouvoir apporter une continuité dans la réponse la plus proche et la plus maximale possible. Est-ce que vous avez des remontées des casernes, alors pas des chiffres, mais est-ce que on a constaté qu'il y avait moins d'appels qu'à l'accoutumée. Alors je ne sais pas si on peut s'exprimer vraiment comme ça, si vous avez une idée du nombre d'appels reçus par jour par les casernes, mais est-ce que dans le trafic, les pompiers ont ressenti qu'il y avait un problème ? J'ai malheureusement pas eu le temps de faire l'ensemble des départements de France pour essayer de voir ce qu'il en était au niveau des réceptions d'appels, mais néanmoins il y a une attitude, évidemment. On a essayé au travers des messages sur les réseaux sociaux délivrés par les différentes préfectures de France et les services départementaux d'incendie et de secours de limiter les appels et de ne procéder à des appels uniquement en cas de situation d'urgence. Et c'est comme dans tout système, quand vous avez par exemple une situation de guerre comme on l'a vécu au début de la crise sanitaire, quand on a une situation à un moment donné de crise terroriste ou quoi que ce soit, il y a une temporalité qui permet à un moment donné de recentrer, de reconcentrer vraiment la personne sur le besoin, oui ou non, si en termes d'urgence et de non-urgence, pour procéder à un appel vers le secours. Donc c'est effectivement, ça s'est passé pendant la nuit, donc on sait pertinemment que pendant la nuit, il y a un fléchissement des interventions. Donc malheureusement, c'est vrai que en parallèle de cela, nous avons eu des départements en France comme la Seine-et-Marne qui ont été touchés par des intempéries. Ça a été une articulation difficile pour l'ensemble des salles opérationnelles des services départementaux d'incendie et de secours pour permettre justement cette continuité-là malgré justement les tensions, malgré à un moment donné les risques naturels qui se sont aussi abattus sur certains départements. Donc tout ça, il fallait jouer avec tout simplement la réponse de l'humain derrière les téléphones, puisque vous le voyez très bien à l'image aussi, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent répondre aujourd'hui quotidiennement 24 heures sur 24 aux appels 18 112. Mais aussi dans les autres structures du SAMU et de la police, ce qui permet globalement, comme l'a encore expliqué mon collègue, d'avoir une réponse de soutien dans une situation dégradée, renforcer les centres de secours, procéder à des choses basiques comme tout simplement mettre du personnel en plus dans les casernes qui va devenir à un moment donné un réceptacle de mots et de besoins des gens d'un point de vue physique et non plus par téléphone. Donc tout ça permet à un moment donné de recomprendre un petit peu un type de situation. Voilà, parce que on a renforcé les équipes aussi dans les hôpitaux, dans les commissariats et dans les casernes, parce que n'arrivant pas à vous joindre, on peut avoir le réflexe d'aller directement sur site pour être pris en charge. Une dernière chose, Éric Brocardi, on est en plein débat sur l'instauration d'un numéro unique pour appeler le SAMU, les pompiers, la police, donc suppression pour faire court du 15, du 17 et du 18 au profit du 112. Ça divise
la communauté des forces d'intervention d'urgence. Certains urgentistes sont pour, d'autres contre. J'entendais ce matin l'un d'entre eux qui disait « ça aurait été pire avec un numéro d'urgence ». Est-ce que vous partagez un numéro unique d'urgence? Est-ce que vous partagez cette analyse? Vous savez, ça serait prendre des raccourcis beaucoup trop vite que de dire s'il y en aurait eu un seul numéro de téléphone, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Mais néanmoins, quand vous faites le constat et que vous regardez la carte de France d'un point de vue national, vous allez avoir par département 3 numéros, que ce soit le 15, le 17 ou le 18, qui vont être remplacés par des numéros à 10 chiffres. En plus de ça, vous les alignez sur l'ensemble du territoire national, donc ça fait plus de 300 numéros qui ont été délivrés. Si quand bien même on aurait eu un seul numéro unique, le 112, le 112, qui ont été remplacés par un seul numéro d'urgence à 10 chiffres, même si ça serait tombé, ben vous comprenez qu'on n'aurait communiqué que sur un seul chiffre. Quand vous regardez les communications qui ont été faites, il fallait regarder sur le SAMU, il fallait regarder sur les pompiers, il fallait regarder sur la police et la gendarmerie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a montré cette situation-là? C'était qu'on était à un moment donné dans la capacité de se réunir autour d'un process opérationnel dans une situation dégradée. Et quand je dis tous, ce sont les sapeurs-pompiers, le SAMU et la police et la gendarmerie, de manière à pouvoir toujours obtenir une réponse opérationnelle. Quand on parle d'articulation autour du préfet, qu'est-ce qu'il fait de manière concrète? Il réunit l'ensemble des forces de sécurité intérieure et des forces de secours, évidemment, pour permettre à un moment donné de s'orienter et de pouvoir prendre un axe de travail dans une situation de crise. Quand vous avez tout le monde dans une même pièce derrière, ça les mêmes numéros, que l'on affiche un numéro à 3 chiffres ou que l'on affiche un numéro à 10 chiffres, tout le monde va dans son même sens et personne ne perd ses prérogatives. C'est ça le plus important à dire. C'est-à-dire que quand bien même ceux qui redoutent la peur de la disparition du 15 dans ce genre de situation politique, je tiens à le dire, et stratégique, c'est tout simplement une erreur. C'est quelque part un déplacement très clair et très concret pour être le plus simple vis-à-vis de la population, de rassembler tout le monde dans une seule et même pièce et de pouvoir mieux communiquer au lieu de transiter par des coups de téléphone à gauche à droite pendant qu'on reçoit aussi des appels au niveau d'urgence. Donc ce que je tiens à rajouter, si je peux me permettre encore une fois, c'est qu'aujourd'hui les pays anglo-saxons, quand ils sont organisés tel à New York, tel à Londres ou autre, ou tout simplement aussi dans les pays comme l'Espagne, et je prends Madrid par exemple, quand ils sont organisés en salle unique, le problème ne se pose pas. Merci beaucoup à vous, Éric Brocardi, originaire de Nice. Je le répète à chaque fois, mais je le précise parce que c'est important, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous. Vous êtes originaire, Éric, des Alpes-Maritimes, où nous restons pour prendre des nouvelles des sinistrés de la tempête Alex. C'était il y a 8 mois. Nous partons dans la vallée de la Tinée, au-dessus de Nice. Habituellement, la saison d'été est capitale pour le tourisme, mais il reste encore beaucoup de travaux à faire, notamment sur les routes. Claudia Olivier. Quelques poivrons, de la salade. Fleuriste dans la vallée de la Tinée, Valérie et son fils ont retrouvé une vie presque normale. Même s'il y a 8 mois, ils ont évité le pire. Nous, on est resté quand même bloqués 2 jours sur place. Moi, j'habite pas sur place, j'habite sur Nice. Et donc, on est resté bloqués 2 jours quand même. Mais c'était surtout compliqué au niveau de la circulation, je pense. Ces derniers mois, 7,3 millions d'euros de travaux ont été engagés pour rétablir la route. Des travaux dont certains habitants ne voient pas le bout. Il y a eu des blocages, la route a été bloquée. Moi je faisais les études pour descendre au lycée et tout, c'était un peu... On a été bloqué quoi. Déjà tout le temps devant la fenêtre, en dessous le pont, tout ça, donc on vit au rythme des travaux, oui, absolument. Et au rythme de la première pluie qui vient tomber, on a peur aussi, mais enfin ça marche très bien. Du côté de la métropole qui gère les travaux, on espère terminer les chantiers début septembre. Là, on a à peu près terminé 8 chantiers sur les 13 qui devaient être réalisés. Les 5 en cours, vous le voyez, ce sont essentiellement des travaux de finition. En attendant, le maire de Clans s'inquiète pour la saison estivale. Les chemins de VTT, piétons passent par là et tout ça est interdit. Donc les touristes qui viennent marcher, on aura des problèmes encore cette année. La réhabilitation des sentiers de randonnée ne sera pas achevée avant cet été. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur manque de poches de sang. C'est toujours le même refrain et désormais tout au long de l'année, l'antenne des Bouches-du-Rhône lance même une grande collecte et un appel à vous, donneurs habituels et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Il faut savoir que dans notre région, 1 poche sur 2 qui est transfusée est importée d'une autre région française. Avant d'accueillir
notre invité Brice Mollaret, responsable d'activité du prélèvement dans les Bouches-du-Rhône. Voyez ce reportage signé Lucas Licata-Caruso. Continuer à donner son sang. Le message de l'établissement français du sang est clair. Les réserves sont faibles, moins de 85 000 à l'entame du mois de juin. À l'approche de l'été, les donneurs ont déserté les centres de dons, mais heureusement, comme ici à la Maison du Don à Marseille, les donneurs réguliers sont au rendez-vous. C'est primordial, ça devrait presque être obligatoire. Donner son sang, ça prend pas longtemps, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça permet aussi de faire une vérification au niveau sanitaire, de savoir si on n'a pas de maladie, parce que ils font des tests en même temps. Donc c'est aussi un moyen de savoir où on en est, soit de sa propre santé, donc 2 en 1. C'est important dans le sens où on peut potentiellement en avoir besoin. Donc si on ne fait pas déjà nous l'effort de donner notre sang quand on n'a pas besoin, le jour où on en aura besoin, il ne faudra pas qu'on vienne pleurer en se disant que finalement on est en manque de sang. L'établissement français du sang estime que 100 000 poches supplémentaires sont nécessaires pour anticiper les baisses estivales. Pour pallier le manque de dons, l'EFS lancera le 9 juin prochain une campagne de sensibilisation pour les jeunes. Les donneurs s'épuisent, on va pas... donc il nous faudrait des nouveaux donneurs surtout. Donc on attend les jeunes et l'appel est lancé aux jeunes qui ont fini leurs partiels ou leurs examens. Il faut qu'ils pensent aux malades et faire ce geste citoyen, c'est à la portée de tout le monde. Le 14 juin prochain aura lieu la journée mondiale du donneur de sang. Pour l'occasion, de nombreuses collectes seront organisées partout en France. Bonsoir Brice Mollaret, je le disais tout à l'heure, vous êtes responsable d'activité du prélèvement dans les Bouches-du-Rhône, évidemment pour l'établissement français du sang. Merci d'être avec nous en direct. C'est vrai que c'est rentré presque dans notre routine, à nous, journalistes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de tirer la sonnette d'alarme sur le manque de sang dans notre région. C'est quand même un problème patent. Mais là, avec l'été qui arrive, avec la crise sanitaire, j'imagine que les besoins sont encore plus criants. Oui, bonsoir, merci de m'inviter. Effectivement, la pédagogie, c'est de l'art de la répétition. Donc, effectivement, il faut insister, rabâcher, redire les messages. Le don du sang, c'est un besoin régulier de janvier à décembre et du lundi au dimanche. Donc, nous avons besoin que les donneurs se mobilisent, les nouveaux donneurs, ceux qui n'ont jamais donné, et puis les donneurs réguliers. Car je profite de l'occasion pour rappeler que les dames peuvent donner jusqu'à 4 fois par an et ces messieurs jusqu'à 6 fois par an. Cette mobilisation est plus qu'importante. Et notamment à l'approche de l'été, parce que fait tout bête, mais l'accidentologie augmente aussi avec les 2 roues. Est-ce que traditionnellement, l'été amène vers un besoin en sang plus important que le reste de l'année ? Il n'y a pas de besoin plus important l'été. Les besoins sont assez linéaires toute l'année. Ce qui peut évoluer, c'est la mobilisation des donneurs. Effectivement, on sort d'une période de jours fériés et puis on peut tous se réjouir du déconfinement et donc de la reprise d'une activité économique un peu normale, on va dire. Et donc nos donneurs habituels se sont moins mobilisés sur nos lieux de collecte, que ce soit la collecte mobile ou en maison du don. Et c'est vrai que l'été arrive, les beaux jours arrivent, les terrasses se remplissent. Peut-être que les gens sont moins mobilisés, moins attentifs à ça, et on aimerait pouvoir reconstituer un stock de sang. Aujourd'hui, on est à moins de 85 000 poches. C'est insuffisant pour qu'on soit vraiment serein pour cet été. On aimerait être à 100 000 ou même 110 000 poches de sang. Pardonnez cette question toute bête, mais je pense que donner des exemples, c'est aussi inciter et faire comprendre à nos téléspectateurs à quoi sert le don du sang concrètement. Il n'y a pas de question bête et merci de la poser. Le sang, c'est juste quelque chose de vital pour que les établissements de santé, les hôpitaux, les cliniques puissent fonctionner normalement. Et les gros besoins, c'est les accidents de la vie quotidienne, vous en avez parlé, c'est les gens qui ont des maladies du sang, c'est des gens qui sont atteints du cancer, c'est la maman ou la jeune maman qui fait une hémorragie de la délivrance, qui va avoir besoin de sang tout de suite et maintenant. Le sang, c'est quelque chose qui se stocke mal parce que c'est un produit vivant, fragile. Les plaquettes ne se gardent que 7 jours. Et quand on a besoin de sang, on en a besoin tout de suite. On ne peut pas se permettre d'attendre 2 jours, 2 semaines ou 2 mois. Les besoins de sang sont quotidiens et c'est au jour le jour qu'on a besoin d'avoir un stock de sang pour pouvoir fournir l'ensemble des établissements de santé
de la région PACA-Corse. Question très pratique. Aujourd'hui, quels sont les critères pour pouvoir donner et est-ce que le fait d'avoir eu la Covid-19 ou d'être vacciné peut poser problème ? Ah, c'est une excellente question, merci de la poser. Alors pour pouvoir donner, c'est simple, il faut avoir 18 ans, être majeur, et on accepte les donneurs jusqu'à la veille des 71 ans. Ensuite, il faut être en bonne santé, avoir bien bu et bien mangé, ne pas se sentir en bonne santé. Voilà. Et votre question concernant la Covid, oui, il y a eu des fake news un peu qui ont circulé. Donc il n'y a pas de délai entre une vaccination, que ce soit la première ou la deuxième injection, et le don du sang. Le don du sang ne contre-indique pas à la vaccination et la vaccination ne contre-indique pas au don du sang. Tout ça peut être fait sans délai. Autre question pratique, là aussi pour informer les téléspectateurs, où on peut donner aujourd'hui les maisons du don. Il y en a une à Nice, une à Cannes ou à Antibes, je confonds toujours, une à Marseille. Il va y avoir des collectes aussi éphémères sur les plages, comme on en a vu chaque année avec le camion du don du sang. Alors des maisons du don, il y en a une toute récente et toute belle, très moderne à Nice, il y en a à Toulon, il y en a une à Marseille, au 28 rue de la République, il y en a une à Aix-en-Provence, au 25 boulevard Aristide Briand, il y en a une à Arles, il y en a une à Avignon. Et effectivement, on est au plus proche des territoires avec des collectes mobiles. Et je souhaite mettre en avant pour vos auditeurs marseillais ou de passage à Marseille, pour une belle collecte événementielle sous chapiteau sur le vieux port de Marseille, juste en bas de la Canebière. Donc tout le monde connaît l'Ombrière. Et bien à côté de l'Ombrière, il y aura un grand chapiteau de 200 mètres carrés du 14 au 19 juin pour accueillir sur rendez-vous tous les donneurs connus ou nouveaux donneurs qui voudraient faire ce geste aussi important et aussi simple comme l'ont dit les donneurs que vous avez enregistrés dans votre reportage. C'est simple de donner son sang, on se fait plaisir à soi, c'est moins d'1 heure pour sauver 3 vies. Dernière chose, puisqu'il nous reste une petite minute, on a évoqué les chiffres tout à l'heure. On importe donc aujourd'hui une partie des poches d'autres régions. Il y a un système de solidarité territoriale en fait qui fait que le système se maintient dans notre pays. Oui, exactement. Les établissements de soins de France ont besoin de 10 000 poches par jour. 10 000 poches, ça veut dire 10 000 donneurs. Et donc, on profite de la solidarité nationale et d'échanges de poches interrégions. Malheureusement, la région PACA récupère des poches des autres régions. Donc, la solidarité fonctionne parfaitement bien. Mais on aimerait éventuellement que les établissements de santé de PACA et de Corse peuvent utiliser des poches prélevées sur notre territoire. Mais merci à la solidarité nationale et merci aux donneurs des autres régions. Merci à vous, en tout cas, Brice Mollaret, responsable d'activité du prélèvement dans les Bouches-du-Rhône pour l'établissement français du sang. Évidemment, sur le site de l'EFS, on retrouve toutes les adresses que vous avez citées à Avignon, à Marseille, à Toulon, à Nice. Pour donner, on va surveiller aussi les collectes ponctuelles. On était il n'y a pas si longtemps que ça sur la place Masséna avec les joueurs de l'OGC Nice, à la Fondation Vasarely également à Aix-en-Provence, puisque vous innovez aussi pour les lieux de collecte. Et on le rappelle, ça sauve des vies et c'est quand même ça l'information principale. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. Merci, à très bientôt sur une prochaine collecte. Avec plaisir. Il est l'heure de passer à la seconde partie de ce grand direct, juste après ça. Et nous irons à Marseille dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand direct qui démarre donc sur les antennes d'Azur TV, la cité phocéenne, comme dans toutes les Bouches-du-Rhône d'ailleurs, où le masque n'est plus obligatoire sur les plages. Reportage auprès des baigneurs qui accueillent évidemment plutôt bien cette nouvelle mesure. Le Festival de Cannes, on connaît enfin la sélection officielle, les films en compétition. Il reste encore quelques incertitudes, comme
la composition du jury qui sera présidé par Spike Lee. On va faire le point en plateau avec Alexis Ricard qui sera avec nous. Et puis l'hôtel qui se met au vert, c'est un hôtel de la région marseillaise qui bascule complètement vers l'écotourisme et pour cela, il est encouragé comme d'autres établissements par les collectivités, notamment la métropole, au travers d'un label que vous fera découvrir Yentl Criado. Il sera également question de culture avec un dernier invité dans ce grand direct. Nous évoquerons un festival itinérant dans les rues de Grasse, plus de 75 événements durant l'été, basés sur les représentations, le théâtre et évidemment l'anti-Covid, j'allais dire, puisque pas de problème de jauge. Les plages de Marseille, des Bouches-du-Rhône sont désormais exemptées, en tout cas les baigneurs, exemptés du port du masque. La préfecture l'a confirmé hier au travers d'un arrêté. Reportage donc sur la plage Borély, si je ne dis pas de bêtises, signé Manon Mujica à Marseille, évidemment. Maillot, casquette, dossier, voilà le parfait attirail de plage dont ne fait désormais plus partie le masque. Depuis hier, un arrêté préfectoral le rend facultatif sur le littoral. Un choix motivé par le ralentissement de l'épidémie de Covid-19 et appliqué sans peine sur les plages Borély. Moi je pense que c'est bien, tant que chacun respecte, chacun reste à sa place, qu'on garde des distances, c'est bon quoi. On est libre, on respire le bon air, c'est nickel. Eh non, sur la plage le masque quand même, non. Si on n'est pas collé l'un sur l'autre, hein, voilà. Mais comme nous sommes là aujourd'hui, c'est impeccable. Après on bronze avec le masque, donc c'est pas génial quoi. Dans les magasins, les restos, c'est encore important de le garder le masque, mais là, je vois pas d'intérêt. Voilà, à part le masque de plongée, c'est tout. Fruit du hasard ou pas, cette nouvelle mesure coïncide avec le lancement de la saison balnéaire. Pour l'instant, peu de baigneurs à surveiller sur la plage, mais cela ne saurait tarder. Cet été encore, la mairie redoute une surfréquentation. L'an dernier, les 21 plages du littoral marseillais avaient attiré quelques 2 millions de vacanciers. Nous insistons sur le respect des règles sanitaires, sur une grande vigilance par rapport à des rebonds possibles de la crise sanitaire qui viendrait mettre à mal une saison balnéaire qui s'annonce plutôt bien quand même. Un scénario qui s'était vérifié l'été dernier. Le taux d'incidence avait triplé entre le 12 et le 25 août. Le Festival de Cannes, à présent, conférence de presse donnée ce matin par Thierry Frémaux et Pierre Lescure, président et secrétaire général de la manifestation, délégué général, pardon. On connaît donc désormais les films qui seront en compétition, qui seront présentés dans les sélections parallèles. Le président du jury, Spike Lee, ça devait être lui déjà l'an passé, festival annulé en raison de la crise de la Covid-19. Cette année, il se tiendra du 6 au 17 juillet. C'est une période inhabituelle donc pour le Festival de Cannes, 74e édition. Bonsoir Alexis Ricard. Bonsoir. Vous allez nous parler d'abord, avant de parler d'organisation et de crise de la Covid qui va impacter forcément cette édition, on va parler du fond de ce festival, les films en sélection. Il y a des films qui se sont rajoutés, d'autres qui devaient être présentés déjà l'an passé. Dites-nous tout. Alors effectivement, il y aura beaucoup de films jugés plus tôt. En 2019, il y avait 57 films en sélection. Cette année, en 2021, 61 films. Pour le coup, il y a eu beaucoup de films effectivement qui dataient de 2020, qui ont été jugés déjà à l'époque, mais qui ont été intégrés à cette sélection. Dans cette sélection, d'ailleurs, on retrouve 6 films français, évidemment beaucoup de films à l'international, c'est toujours une sélection très éclectique, des films islandais, israéliens, bangladais, mais aussi chinois et russes. Thierry Frémaux et Pierre Lescure le précisaient d'ailleurs, il a fallu juger presque 2 ans de production cinématographique, notamment en France où ça ne s'est pas arrêté. Il y a eu une production continue. D'ailleurs, cette production, on va en parler tout de suite avec les films en compétition. Voilà. Quelques films qui devraient intéresser, je pense, le plus grand nombre. Annette de Léos Carax, un film, ce sera le film d'ouverture. C'est une comédie musicale avec Marion Cotillard et Adam Driver, l'acteur américain. Benedetta, le nouveau Paul Verhoeven. The French Dispatch, le nouveau Wes Anderson, avec notamment Bill Murray. France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay ou encore Blanche Gardin. Mais il n'y a pas que les films en compétition. En dehors de cette compétition, on trouvera aussi tout le monde pourra trouver ce qui lui plaît. Stillwater, un thriller de Tom McCarthy qui a été tourné à Marseille notamment avec Matt Damon. Mais il n'y a pas que la sélection au Festival de Cannes, il y aura aussi pour cette année 2021 des nouveautés.
On va notamment inaugurer le nouveau multiplex Cinéum qui est à Cannes-la-Boca. C'était un gros projet de 12 salles totalement neuves. Il y a aussi Jodie Foster qui recevra une palme d'or d'honneur. Vous en avez parlé pour le jury. On connaît le président Spike Lee. En revanche, on ne connaît pas encore la composition. Celle-ci sera dévoilée un petit peu plus tard. La composition du jury, évidemment, qu'on a hâte de découvrir parce que ça risque de donner lieu à quelques débats très sympathiques avec donc le réalisateur américain Spike Lee qui sera donc sur la croisette, évidemment, à partir donc du 6 juillet prochain. Alors, côté organisation, évidemment, ce ne sera pas une édition comme les autres. Il y aura toujours au-dessus des festivités cette menace de la Covid, en tout cas cette vigilance autour de l'épidémie. Une vigilance d'ailleurs totalement renforcée puisque ça a été précisé durant la conférence de presse. L'objectif, c'est vraiment d'être très rigoureux et qu'il n'y ait aucune conséquence négative à la suite de ce festival qui se tient d'ailleurs en juillet contrairement à l'habitude. Évidemment, pour ce festival comme pour, j'imagine, beaucoup d'autres événements cet été, l'attestation de vaccination sera certainement un sésame. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi les tests. Pour ce faire, l'objectif, c'est de faciliter la vie des festivaliers. Donc, il y aura un laboratoire d'analyse médicale monté au niveau de Pantiero, donc au-dessus du parking. On fera du dépistage PCR salivaire, très précisément. Ce test négatif sera exigé toutes les 48 heures aux festivaliers. D'ailleurs, il est à noter que les jauges pour les salles de cinéma seront à 100%, puisqu'on sera en juillet. En revanche, il existe encore quelques inconnus, ça va se préciser avec le temps, mais il y a des films dans la sélection qui proviennent de pays encore en liste rouge concernant le coronavirus. Alors là, difficile à dire si les équipes pourront venir en France pour le festival. Ça va se décider un petit peu plus tard. De la même manière, cette attestation de vaccination, elle ne fonctionne qu'avec des vaccins homologués en France, et notamment chez nous en Europe. Les vaccins russes et chinois ne le sont pas. Donc là, ça pose quand même une petite question. Pour finir peut-être sur une note plus positive, si tout va bien, l'édition 2022 se passera bien au mois de mai. Oui, et on l'espère, très honnêtement, parce que ça voudra dire que l'épidémie de Covid-19 sera un mauvais souvenir. On rappelle que le Festival de Cannes, c'est aussi l'immense marché international du film, d'où les précisions que vous avez apportées, parce que le marché russe, le marché chinois, deux marchés très importants pour le Festival de Cannes. Effectivement, si les acheteurs et les producteurs ne peuvent pas se déplacer, ça risque de poser problème. Merci Alexis. Alors, le hasard fait bien les choses, parce qu'on va rester avec vous, ou en tout cas avec votre voix, parce qu'à Cannes toujours, vous vous êtes penché sur un bateau qui fait polémique. C'est un bateau publicitaire que vous découvrez sur cette image, qui est au large, qui stationne au large face aux plages. Et en fait, le propriétaire a profité d'un vide juridique, mais a priori, ce bateau pourra rester au large de la ville de Cannes tout l'été. Si vous êtes sur la plage, votre regard sera peut-être accroché par ce bateau un peu spécial. À 300 mètres au large, un écran géant de 32 mètres carrés affiche des publicités. Pour voir ce navire de plus près, direction la marina de Mandelieu. Le propriétaire nous présente son bateau, un concentré de technologie. On est à peu près à 95% recyclable, fabriqué en France. L'innovation tient dans cet écran géant à LED, pliable d'un côté comme de l'autre. L'affichage est pilotable à distance. En clair, une version moderne des avions publicitaires. Voilà, quand on veut afficher tout sur bâbord, bâbord. Quand on veut afficher tout sur tribord, on appuie sur stop, tribord. Jean-Pierre Neuvoré défend son business. Il met l'accent sur les contreparties utiles que son modèle économique propose. C'est vrai que c'est un écran. Bon, au niveau esthétique, je peux le concevoir, mais en dehors de ça, il faut regarder sur l'aspect esthétique, il y en a pour 5 minutes qui passent, ce qu'il peut apporter d'intéressant. Donc on a apporté un système de filet qui est sous le bateau, qui descend à 40 cm de profondeur jusqu'à 2 mètres de large, et tous les déchets flottants, on les ramasser. Une activité parfaitement légale, ce que reconnaît la préfecture maritime malgré un désaccord sur le principe et un manque de cadre juridique. On a poussé à la préfecture pour que les travaux de la loi climat et résilience, dont les discussions sont en cours, puissent intégrer un volet sur la publicité en mer. Aujourd'hui, le texte principal qui nous permet de parler de la publicité en mer est un décret de 1929. Vous imaginez bien que c'est inadapté à la situation actuelle. De son côté, la mairie de Cannes s'est aussi prononcée contre ce bateau publicitaire qu'elle qualifie de pollution visuelle.
Elle pointe du doigt également le manque de cohérence par rapport aux législations liées à la publicité terrestre notamment. Sans modification de la loi, pas de recours. Le bateau publicitaire pourra donc sillonner le large de la Côte d'Azur tout l'été. Il y a un autre bateau qui, lui, ne va pas rester longtemps sur la Côte d'Azur, mais qui va rejoindre le Groenland. C'est le bateau de la mission Nerivik. Nous en avions parlé il y a quelques semaines sur ce même plateau avec l'un des instigateurs du projet. Un projet social, solidaire et environnemental qui va partir de Toulon, que vous présente Thomas Bernabé. Ils sont jeunes, ils sont motivés et ils ont le sourire aux lèvres. C'est bien normal car c'est un grand jour pour l'association Nerivik, une association d'éducation par la mer comme ils aiment à se définir et qui ambitionne de réaliser des expéditions autour du globe. L'idée, c'est de mettre en place des expéditions à la voile pour réaliser des missions d'études de l'environnement et de l'océan et d'embarquer à bord des jeunes qui viennent de milieux défavorisés et qui participent avec nous à la mission et qui sont intégrés à l'équipage. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille à la préparation de la première mission de cette expédition qu'on appelait la mission Nerivik. Et donc cette mission, ce sera une expédition autour de l'Atlantique Nord qui va nous mener jusqu'au Groenland, et au cours de laquelle on va étudier la pollution plastique en mer et on va également étudier les courants et des populations de plancton et aussi déployer des bouées pour Météo France, des bouées dérivantes. Mais voilà, avant de prendre la mer, il faut évidemment trouver une embarcation. Ce matin, la jeune équipe s'est ainsi rendue au large des côtes toulonnaises afin de réceptionner le Bernic, un ketch avec une coque en acier. Dès l'approche du navire, l'émotion était palpable. Ça fait des mois qu'on en rêve, qu'on le voit en photo, ça fait des mois qu'on réfléchit à comment on va le préparer. Et là, c'est vraiment un grand moment. Ce bateau était stationné en Grèce et a dû être récupéré par une partie de l'équipage. 13 jours de voyage auront été nécessaires pour rapatrier le voilier. Un bon exercice pour se familiariser avec ce bâtiment et connaître ainsi la montagne de rénovation à effectuer avant de le faire naviguer dans les eaux glacées du Groenland. C'est un vieux voilier qui marche bien, mais comme il est vieux, il y a beaucoup de matériel qui est un peu ancien. Donc par exemple là sur le voyage, on a cassé plusieurs poulies, on a cassé des drisses, il y a une écoute qui est un peu faiblarde. Donc on va devoir surtout remplacer des choses, parce que dans l'état actuel, le bateau est à peu près prêt. Mais après c'est vrai que c'était un bateau qui était aménagé pour les mers du sud. Donc voilà, il n'y a pas de chauffage dedans, il y a plein de trucs à aménager pour le Groenland et le froid notamment. Donc il y a pas mal de travail et sur le moteur aussi il y a un peu de rénovation à faire parce que c'est un vieux moteur et que c'est quand même un élément important du bateau, quoi. Le mois prochain, le Bernic sera mis à terre afin de subir toutes les rénovations et transformations nécessaires. L'équipage quant à lui prendra la mer en direction du Groenland en octobre prochain pour une mission qui devrait durer 1 an au total. Voilà, mission environnementale. Nous en parlions, nous, hier, de l'environnement avec l'écotourisme, notamment dans les parcs naturels régionaux. Eh bien, dans les Bouches-du-Rhône, sur le territoire de la métropole Aix-Marseille, les hôtels, par exemple, sont encouragés à se convertir à l'écologie. C'est le cas, vous allez voir, de cet établissement dans lequel s'est rendu Yentel Criado. Donc, hop, dans la poubelle à verre. Là, nous avons la poubelle à papier, carton, emballage et la poubelle à bouchon. Recycler et composter, ce sont les gestes quotidiens de cette gérante d'hôtel. Nichée dans le quartier de Sormiou, près des Calanques de Marseille, Alice s'est engagée dans une démarche éco-responsable. L'objectif premier est d'éliminer un maximum d'emballages individuels pour se rapprocher du zéro déchet. On achète nos shampoings en contenant de 25 litres que nous remplissons nous-mêmes. Nos savons, nous allons les couper dans une savonnerie. Pour justement avoir une barre de 4 kg qui est coupée en petits morceaux et qui permet d'avoir beaucoup moins de déchets que ce qu'on en avait avant. Et la démarche ne s'arrête pas là. L'hôtelière a développé son potager pour en faire profiter la clientèle. Ici, tout le long des chambres qui sont en rez-de-jardin avec des terrasses, on a planté une tisanière pour que nos clients puissent se faire leur propre tisane. On s'est lancé dans ces démarches-là parce que c'est comme ça que nous vivions personnellement et que pour nous, c'était pas forcément un frein à la commercialisation de notre établissement de s'engager de cette manière-là et au contraire. Et je crois qu'on a gagné quand même un pari là-dessus puisque les clients en sont demandeurs. Des clients demandeurs sensibles à ces questions de développement durable. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Office de tourisme et la métropole attribuent désormais le label Clé verte aux professionnels engagés dans le tourisme durable. C'est un thème d'ailleurs qui fait la différence
sur une destination. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on souhaite effectivement que l'hébergement à Marseille soit au maximum labellisé Clé Verte, parce que ça va participer à l'attractivité de la ville. L'hôtel familial d'Alice a obtenu le label Clé Verte, comme 13 autres établissements sur Marseille. L'objectif est d'atteindre les 50 établissements labellisés dans la ville d'ici 2 ans. Allez, on va accueillir dans quelques instants maintenant le dernier invité de ce grand direct. Vous allez découvrir le festival Les Évadés à Grasse pour marquer la reprise de la culture dans le pays grassois. C'est juste après ça. Et juste après les titres de l'actualité également, en ce jeudi soir, une actualité marquée par ce forcené qui s'est retranché durant plusieurs heures à la mi-journée du côté de Sénas, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Il menaçait de faire exploser sa jardinerie suite à des problèmes personnels et professionnels. Il a été raisonné et maîtrisé par les forces de l'ordre. La vaccination fait débat chez les ados. Vous le savez, ils auront accès aux injections à partir du 15 juin prochain, en tout cas s'ils sont âgés entre 12 et 17 ans. Nous étions devant un collège de Toulon et nous avons constaté, même chez les ados, eh bien, le thème de la vaccination fait débat, tous ne sont pas convaincus. Et puis 8 mois après le passage de la tempête Alex, la vie reprend évidemment dans les vallées sinistrées des Alpes-Maritimes. L'été est traditionnellement une saison capitale pour l'économie, sauf qu'il reste encore beaucoup de travaux. Nous étions dans la Tinée où certaines routes sont encore très endommagées. Et on va donc terminer ce grand direct avec de la culture. Nous irons au Mucem, notamment, pour découvrir l'exposition Civilisation qui se tient jusqu'au 28 juin. En attendant, nous accueillons Jean Florès, le directeur du Théâtre de Grasse. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Je suis ravi de vous recevoir parce que c'est un beau festival que vous allez proposer à partir de demain. J'allais dire aux Grassois, mais pas seulement en fait, puisque tout le monde peut y participer dans le département, tout le monde, car c'est un festival presque itinérant, 75 représentations, performances, c'est un festival multidisciplinaire, pluridisciplinaire, et en fait ce que vous avez voulu faire, c'est faire rejaillir le bouillonnement culturel juste après le confinement et vous affranchir finalement des questions de jauge, parce que beaucoup de choses vont se dérouler aussi en extérieur. Oui, tout à fait, vous avez bien perçu le message, il fallait une proposition forte pour cette sortie de déconfinement, d'autant que les élus du territoire nous le demandaient avec insistance. Et comme vous venez de le dire, c'est un festival itinérant et en plein air qui va circuler pendant 2 mois, qui va démarrer d'ailleurs à partir de vendredi au village de La Roquette-sur-Siagne et le lendemain samedi à Caille. Voilà, donc de 17 à 18 communes vont être visitées artistiquement parlant. La conférence de presse que vous voyez là a lancé cela avec monsieur le maire, président du territoire, il y a 2 jours. Les propositions sont extrêmement variées, elles sont toutes offertes, puisque il n'y aura aucune billetterie payante. Et il était important de penser aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle et leur donner du travail, et aussi bien sûr de penser aux populations. On va y revenir à cet aspect très important, parce que vous avez beaucoup insisté sur la relance de l'économie de la culture. Avant cela, qu'on ait quand même quelques indications sur ce qu'on pourra retrouver. Je disais des performances, donc de la danse, de la création aussi artistique en direct, du théâtre forcément aussi. Forcément, tout ce qui fait notre ADN et notre référencement. Vous savez que le Théâtre de Grasse est connu pour sa programmation pluridisciplinaire, avec un axe fort sur le cirque contemporain et sur la danse. Eh bien, on va retrouver du cirque, on va retrouver de la danse, mais on va retrouver, comme vous le dites, du théâtre. On va retrouver, vous voyez ces images de la danse hip-hop avec la compagnie Hervé Koubi. On va même retrouver le grand rappeur Oxmo Puccino. Ah, j'allais vous en parler. Voilà, qui va faire une lecture musicale avec Eddie Purple. Ça s'appelle Les Réveilleurs de Soleil. C'est le vendredi 11 juin, donc c'est pas celui-là, c'est celui d'après. Absolument, c'est son dernier roman, je crois qu'il en est à son 2e si je ne m'abuse,
Et je ne vais pas dévoiler l'histoire de ce roman parce qu'elle est extrêmement forte et singulière à la fois, mais on reconnaît en tout cas sa patte d'écriture qu'on connaît dans ses chansons et dans ses textes de rap. Et bien là, il y aura la même force, la même intensité. Il sera accompagné de son guitariste et il va nous lire des extraits de ce roman dans une opération d'ailleurs qui est mécénée par le Centre Leclerc de Grasse, dans une opération nationale. Un grand festival qui s'appelle Culturissimo. Voilà. 75. Et c'est déjà complet. Ah oui, parce qu'il faut réserver là pour le coup. Oui, 75 événements. Moi, si je peux me permettre de donner un humble avis, j'ai déjà coché la date du 3 et 4, les dates du 3 et 4 juillet pour le Nice Orleans Jazz Orchestra, que je connais un peu et je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Là aussi, entrée libre dans la limite des places disponibles. Vous restez avec nous, Jean Florès, on va se retrouver pour évoquer la partie économique de la chose. Donc vous l'avez dit, c'est gratuit, mais du coup, avec ça, vous allez doper aussi un peu l'activité des intermittents du spectacle, des techniciens, des troupes. Avant cela, je vous emmène au Mucem de Marseille pour découvrir l'exposition Civilisation qui se tient jusqu'au 28 de ce mois-ci, au 28 juin. 110 photographies du monde entier. C'est une image, un instantané, des instantanés de notre époque. Ils sont les yeux du monde dans lequel on vit. Les photographes réunis dans cette exposition à Marseille, au Mucem, dressent un portrait de notre civilisation. Et c'est évidemment un portrait très intéressant parce que finalement la photographie est née avec cette révolution industrielle qui a fait démarrer l'idée d'une civilisation planétaire. Civilisation, quelle époque? C'est le nom de cette exposition internationale. À travers leurs œuvres, les photographes retracent une société de consommation, de technologie et d'innovation, mais aussi un monde dans lequel certaines problématiques continuent de grandir. Cette civilisation, c'est aussi celle du réchauffement climatique, des conflits, des guerres. Le réchauffement climatique qui réapparaît dans plusieurs photographies comme celle-ci. Ce qu'on voit, c'est que cet ours qui finalement disparaît dans son état naturel, dans son cadre naturel, réapparaît un peu partout dans le monde, ailleurs que dans les pôles où il devrait être. Et il est présenté presque comme un objet de divertissement. Et le réchauffement climatique qui est évoqué finalement à travers cet ours polaire, effectivement, on peut vivre sur une île déserte au fin fond du Pacifique, on va en voir les effets. L'exposition réunit 230 tirages de plus de 100 photographes des 4 coins du monde. Elle a déjà été présentée à Séoul et à Pékin et poursuivra son voyage à travers le globe. Au Mucem, à Marseille, les visiteurs pourront la découvrir dès la réouverture des musées et ce jusqu'au 28 juin prochain. Voilà, vous avez encore quelques jours, puisque les musées ont rouvert, évidemment, depuis le tournage de ce sujet. Jean Florès, vous êtes toujours avec nous, directeur du Théâtre de Grasse. Les Évadés, c'est le nom de ce festival que vous proposez à votre public et même plus que votre public. On peut venir de tout le département. Le nom exact, c'est Les Évadés, les aventures artistiques en Pays de Grasse. Voilà, je tenais à le dire quand même au moins une fois, parce que c'est le nom officiel de la manifestation. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un moment de reprise aussi pour un secteur économique qui est quand même très important dans notre région. Oui, il y a d'ailleurs eu beaucoup d'initiatives dans ce sens-là sur tous nos territoires. Il est très important que les organisateurs, les théâtres, les centres culturels, les festivals, les élus locaux et territoriaux se mobilisent pour donner du travail aux artistes cet été, quelques disciplines que ce soit. Et c'est ce que nous faisons, nous, à Grasse, de manière très très forte, car nous sommes sur un budget de 300 000 € pour un festival de 35 spectacles pour 70 représentations dans 17 communes. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une économie forte, même si elle reste basée sur un moment de fragilité économique totale. Et c'est offert. Nous bannissons le mot gratuit. C'est offert. C'est offert par l'argent public que nous avons ici au Théâtre de Grasse. Nous avons même eu de l'argent du plan de relance culturelle du gouvernement. Et voilà ce qui forme ce budget qui va aller irriguer par les artistes les places, les placettes, les jardins publics, les forêts, voilà, tout notre territoire du Pays de Grasse pour ces évadés féminins pluriels. Vous avez bien fait de le dire, EES. Le programme est à retrouver évidemment sur le site internet du Théâtre de Grasse. On a dit un mot
des artistes, de la programmation. On peut dire un mot du public aussi. Évidemment, vous l'avez dit, c'est offert, mais ça va être l'une des premières soupapes festives de l'été aussi pour les Azuréens. Ils vont pouvoir reprendre goût à la liberté. Alors attention, on met des guillemets sur ce mot, mais il y a vraiment cette notion-là aussi de pouvoir recommencer à faire la fête. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a un besoin énorme. D'ailleurs, le public n'a pas arrêté de nous le dire, puisque nous sommes restés en contact avec lui régulièrement. Et ça a été justement un axe important dans mes choix de spectacle, puisque j'ai fait cette programmation de manière extrêmement précise pour que le public puisse retrouver ces bouffées d'oxygène naturel, mais aussi cette force et cette charge d'émotion avec des spectacles qui vont s'adapter absolument aux lieux dans lesquels ils vont être joués et qui sont des spectacles avant tout familiaux. On va avoir même un spectacle dans un autobus qui va faire la tournée des villages, comme vous le voyez dans les images qui circulent. Et puis on a bien sûr ce brass band que vous connaissez bien, le Nojo, qui va aller dans les quartiers et les hameaux de Grasse. Donc vous voyez, personne ne va être oublié. C'est vraiment le public le plus large possible que nous visons. Et bien sûr, il pourra venir de partout, bien sûr, des 4 coins de ce département des Alpes-Maritimes, et même au-delà, puisque, comme vous le savez, on a le Var qui est tout proche, avec le canton de Fayence. Ne manqueront pas d'être là. Oui, et puis, donc, téléspectateurs varois et bucco-rhodaniens, n'hésitez pas, si vous voulez faire un peu d'éco-tourisme et tourisme culturel dans le pays grassois. Il y a plein de choses à découvrir, y compris le patrimoine naturel. Un dernier mot autour de votre théâtre, quand même, parce que du coup, là, on est sur un événement ponctuel. Vous allez, j'imagine, présenter aussi dans quelques temps le programme de la rentrée, de la saison. Après un an de crise sanitaire, de fermeture, d'éloignement avec le public. Est-ce que vous avez travaillé déjà à une nouvelle programmation et quelles sont les perspectives finalement pour le Théâtre de Grasse ? Alors, non seulement nous avons travaillé, mais elle est faite, elle est bouclée, elle est sous presse, et comme vous vous en doutez, et vous en doutez bien, que la conférence de presse va être dans quelques jours. Donc on va annoncer une saison artistique dans les murs 21-22 qui va démarrer au mois de septembre et qui va être une très grosse saison, puisque ça sera plus de 50 spectacles que nous allons accueillir ou coproduire dans les murs de ce théâtre de Grasse dont vous voyez les fauteuils. Voilà, toujours pareil, théâtre, musique, danse, cirque, jeune public, tout public, des têtes d'affiche, des jeunes talents, des compagnies régionales. Voilà, la palette que nous connaissons au théâtre de Grasse. Donc ça va être dans quelques jours. La conférence de presse va être le 11. Les conférences de présentation au public seront le 14. Et quelques jours après, nous ouvrirons les réservations au public et aux abonnés. Voilà, donc grosse saison, 50 spectacles, plus de 110 représentations. Tout est prêt. Donc en fait, c'est presque 2 saisons en même temps qu'il a fallu préparer, celle d'été et celle d'automne-hiver. Exactement, et celle-ci est très dense. 75 représentations, événements à partir de demain, donc vendredi 4 juin, dans le pays de Grasse. Ça se prolonge jusqu'au 7 août. Et évidemment, on sera là pour découvrir la programmation très éclectique du théâtre de Grasse qui vous attend, vous, chers téléspectateurs, après l'été. Il y aura du temps à rattraper sur les planches et pour les spectateurs. Pardon. Merci Jean Florès. Je rappelle que vous dirigez le théâtre de Grasse et que vous avez monté donc ces Évadés EES, aventure artistique en pays de Grasse. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. C'est la fin de ce grand direct. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, évidemment, même heure, même endroit. Merci, comme tous les soirs, à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Émile Barbara, Fabrice Giusto, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman à la préparation de ce grand direct. Bonne soirée sur les antennes d'Azur TV.